J'aurais une pensée pour le marquis de Sade, car je suis moi-même très proche de Sade par sa philosophie de la liberté et du désastre. Mais je ne pratique pas enfin, je ne vais pas jusqu'à l'imiter sur le plan des pratiques, ou souvent si je le fais, je ne vous dirai pas, n'ayant jamais été arrêté jusqu'à présent. Donc, je remercie Monsieur le Directeur de m'avoir accueilli dans son établissement, qui est, je dois le dire, remarquablement beau et qui respire la santé, au point qu'on se demande s'il faut encore continuer à lui donner des finances, tellement les gens y semblent heureux et épanouis, et les malades comme les médecins, tout le monde. C'est une sorte de nouvelle Arcadie, je crois. Et je suis donc ravi de venir vous parler du cerveau, parce que le cerveau, c'est effectivement là où tout se passe. Pendant très longtemps, le cerveau, c'est un continent. Je vais vous épargner très vite la comparaison avec l'univers que l'on commence à peine à découvrir. Il y a à peu près, alors selon les estimations, parce qu'on ne les a jamais comptées une à une, il y a entre 10 et 100 milliards de neurones. Les neurones, c'est les petites cellules nerveuses qui constituent les réseaux et dont le cerveau est fait. Des réseaux, c'est essentiellement des réseaux qui communiquent par ce qu'on appelle des synapses, c'est-à-dire des petites jonctions où il y a un messager chimique qui est libéré, tout ça communique. C'est donc un énorme centre de communication, ce cerveau, qui est, autant vous le dire tout de suite, le siège de l'âme. Et je m'expliquerai là-dessus, parce qu'en général, les neurobiologistes, comme Le Chargeux et d'autres, détestent ce terme d'âme. Bon, alors, pour leur faire passer la pilule, je parle de psyché, mais psyché, c'est la traduction en grec du mot anima, âme, c'est la même chose. Psyché, c'était une adorable jeune fille qui a connu beaucoup d'ennuis dans sa vie, mais qui a fini par épouser l'homme de sa vie, qui était l'amour. Donc, je vous parlerai d'amour aussi un peu, parce que c'est dans le cerveau que ça se passe. Pendant longtemps, on a été cardiocentriste. Pourquoi ? Parce que quand on est ému, quand on est amoureux, votre cœur s'accélère. Donc, on a l'impression que tout se passe dans le cœur, en fait. En réalité, le cœur n'est qu'un suiveur. Le cœur ne fait que parler au cerveau ou être commandé par le cerveau. Le cœur n'est rien. Mais on continue à dire j'ai mal au cœur, mon cœur qui bat, je te donne mon cœur, etc. Et vous n'imaginez pas que la mode n'en est pas venue encore, mais pourtant elle viendra progressivement, que sur un arbre, on graffe un cerveau planté d'une flèche, Ginette et Patrick. Et non. Donc le cœur n'est plus, a été détrôné par le cerveau. Donc le cerveau est tout. Voilà. Et je vais vous parler un peu de cette découverte du cerveau. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça commence d'ailleurs, à l'époque où Sade était enfermé à Charenton, par les travaux d'un médecin qui s'appelait Gall, qui était un médecin autrichien, mais qui pratiquait en France à la fin du XVIIIe siècle, et qui est l'auteur d'une théorie qu'on appelle la phrénologie. Alors, il y avait donc, jusqu'au début du XVIIIe siècle, les cardiocentristes et les encéphalocentristes. À partir du XVIIIe siècle, on sait bien que tout se passe dans la tête, tout se passe dans le cerveau. Mais alors là, il y a une nouvelle querelle qui va se développer, c'est les localisationnistes et ceux qui, admettant que le siège de l'âme, à polémique près, est-il au-dessus ou est-il dedans, on ne sait pas trop, cette âme, où elle se promène, mais de toute façon, d'une manière générale, pour les spiritualistes, surtout pour les catholiques, c'est le cerveau forme un tout. On rejoint les théories anciennes où tout était centré autour des ventricules, les 3 ventricules, siège de l'imagination, siège de la mémoire et siège des passions. En réalité, on se rend compte que ces ventricules, ils ont beaucoup de fonctions, mais c'est quand même du vide, avec du liquide qui circule dedans. Et qu'ailleurs, on pense que les facultés dont le cerveau est le maître, qui est celui qui dirige ce qu'on appelle les facultés, sont localisées dans différents territoires du cerveau. Et pour ça, c'est quelque chose qui va relever d'une part des matérialistes purs et durs,
qui pense que les facultés de l'âme, elles ont à être localisées quelque part et pas à flotter en l'air. Descartes, qui est le père de la biologie moderne, de la physiologie moderne, avait réussi à tricher avec l'Église en séparant la machine et puis l'âme, qui était bénéficiait d'une extérioralité, et l'âme s'articulait avec le cerveau au niveau d'un truc qui est là-dessus, en haut, et l'âme était accrochée au cerveau par l'intermédiaire de l'épiphyse, c'est-à-dire une petite glande qui est très très importante encore aujourd'hui, qui était le reliquat du troisième œil, hein, l'œil des serpents, celui qui est là-haut. Et moi j'ai l'habitude de dire que l'âme, c'était un ornement un peu inutile qui était accroché au cerveau comme un chapeau à une patère, voyez, donc l'épiphyse. Donc ce brave Descartes nous avait plongé en plein dualisme, et pendant longtemps il a fallu transiger avec l'âme d'un côté et le cerveau de l'autre, qui en rien ne pouvait être considéré comme le siège du cerveau, de l'âme, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi il faut penser autrement aujourd'hui. Alors, donc ça, c'est une carte de phrénologie, ce qu'on a appelé la phrénologie, c'est-à-dire on représentait sur le cerveau les différentes aires, les différentes régions du cerveau correspondant aux différentes facultés. Alors ici, vous avez en 2, vous avez la mémoire, vous avez là en 4 la bosse des mathématiques, parce que comme on n'avait pas la RMN, comme vous avez probablement dans cet hôpital ultramoderne, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser avec les résonances magnétiques nucléaires, visualiser les zones denses et les zones moins denses du cerveau, faire des tomographies au scanner, ou bien même faire ce qu'on appelle de la RMN fonctionnelle, c'est-à-dire de voir pratiquement les zones du cerveau s'éclairer, plus ou moins, selon qu'elles travaillent plus ou moins dans telle ou telle réalisation de telle faculté. Ça fait faire des progrès considérables, effectivement, à ceux qui travaillent sur les fonctions du cerveau. Mais en l'état des choses, c'était les bosses. Hein. Mais on y croyait ou on n'y croyait pas. Alors on faisait beaucoup de palpations à l'époque, comme ça. Moi je sais que j'ai la bosse des maths, ce qui est totalement faux. Et ça ne correspond presque à rien. Et alors c'est justement quelqu'un auquel j'ai envie de rendre hommage, parce que nous sommes du même village, qui est une ville, qui est une métropole protestante française, qui est Sainte-Foy-la-Grande, qui est au cœur de cette petite vallée de la Dordogne, qui est ma vallée nourricière, qui va de Bergerac à Castillon-la-Bataille, et Sainte-Foy-la-Grande, dont mon grand-père a été maire de cette commune, c'était des parpaillots purs et durs, et Broca. La vigne de mon grand-père était mitoyenne de la vigne de Broca. Enfin, on est tous pays, avec Élisée Reclus, qui était son cousin, qui est le plus grand géographe français, et bien d'autres. Il y a eu Gratiolet, qui a été l'homme qui a décrit, qui était le seul catholique du village. Son père a été obligé de s'exiler parce qu'il était catholique, et il y avait 5 temples et une malheureuse église qui avait été brûlée 2 fois à Sainte-Foy-la-Grande. Et le pauvre Gratiolet, il a été recueilli à Paris quand il est venu faire son internat par le protestant qui était Broca. Alors c'est ce fameux Broca qui a décrit sur un monsieur qui s'appelle Le Borgne, qu'on surnommait Tam Tam, je veux dire pourquoi, dont le cerveau est conservé au musée de l'assistance publique, enfin au musée du Pitrin, et qui a une lésion, d'habitude j'amène un cerveau en plastique, mais dans le pied de la frontale ascendante à gauche. Et ce sujet, Tam Tam, était donc aphasique, il avait une aphasie motrice, et le seul bruit il comprenait tout ce qu'on lui disait, et il répondait en faisant tam 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 tam. Et ça a été le début de la méthode anatomique, la neuroanatomie, qui a permis notamment à l'école de la Salpêtrière de Bicêtre de consacrer le triomphe de la neurologie française. Et on attendait que, c'était une bonne tradition de l'époque, scientifique et scientiste, on attendait que le malade meure, puis on ouvrait le crâne et on voyait où était la lésion. Et c'est ainsi qu'a progressé très vite la doctrine des localisations, et qu'on a pu voir que ça c'est une coupe frontale, hein, une coupe frontale avec les localisations sur la frontale
ascendante alors sur la région qui est en avant de la scissure de Rolando. Je ne montrerai pas ça parce qu'on va passer très vite. Je vois déjà que je vais me noyer en continuant à faire ça. Mais il y a dans notre cerveau des homonculi. Et là, ce grand homonculus, qui est l'homonculus moteur, il est constitué par des hommes qui représentent les airs qu'ils commandent. Donc vous avez une énorme face, parce qu'il y a 47 paires de muscles faciaux chez l'homme. Donc c'est une motricité extrêmement complexe, on en reparlera, parce que c'est ce qui permet à l'homme d'être l'animal le plus grimacier de la création, de la nature. 47, tous les matins quand je me rase, je ne fais pas comme notre président de la République, je ne dis pas que je vais être président de la République, mais je me fais des grimaces, parce que je trouve que c'est prodigieux comme affirmation de son humanité profonde. Vous regardez bien. Je n'en lasse jamais, ça m'a commencé à l'âge de 3 ans, et depuis je fais des grimaces chaque fois que je suis devant un miroir. Et vous verrez que le miroir, c'est très important pour le cerveau. Donc vous avez cette énorme face avec une énorme localisation pour les lèvres et pour la langue qui est là. Vous voyez, vous la voyez, enfin, il y a la langue. Et puis ça remonte vers le haut, donc elle a la tête en bas. Et puis ensuite, il y a le tronc est très mal marqué. Il se perd vers l'avant. Les frontières sont floues. Hein. C'est les muscles qui sont des muscles de la posture. Et puis après, vous avez la main qui est extrêmement développée, avec le pouce qui est en face de l'arrière, parce qu'il y a un homonculus sensitif en face de l'homonculus moteur. Et puis après, vous allez redescendre et retomber sur la face interne du cerveau, puisqu'il y a 2 hémisphères. Et sur la face interne, vous avez finalement les pieds, le genou, la jambe, et puis les orteils. Et puis, vers les années 72, la découverte des localisations du cerveau, de l'aire motrice, la première qui a été très vite confirmée par toutes sortes de médecins. Et puis, il y a l'observation de Phileas Gage. Alors, Phileas Gage, c'était un merveilleux contremaître quand on faisait les lignes, vous savez, la conquête de l'Ouest, et il y avait des ouvriers, la plupart étaient chinois à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers chinois qui suivaient la ligne qu'on construisait comme ça, et il y avait les contremaîtres qui étaient pratiquement les maîtres d'œuvre de ces lignes de chemin de fer, qui posaient des rails, qui faisaient sauter les montagnes avec des barres de mine. Et un jour, ce brave Phileas Gage a reçu une barre de mine qui lui a perforé le crâne. Il est perdu, on l'amène dans le coma, il se réveille, on lui avait enlevé la barre de mine, hein. Là on l'a remise pour faire joli et pour faire des recherches d'ordinateur pour savoir qu'est-ce qui avait été lésé dans le cerveau. Et aux surprises, il parle, il n'a pas de déficit moteur, comme on aurait pu s'y attendre, il est parfaitement bien, sinon que c'est plus le même homme. C'est devenu un voyou. Délinquant, alcoolique, voleur. Il va traverser les États-Unis, aller à San Francisco, il s'exhibait dans les cafés en montrant sa barre de mine, en faisant tâter le trou de sa tête devant. Vous voyez. Il lui manquait il avait à peu près 400 grammes de matière cérébrale en moins, et pourtant il n'avait aucune paralysie, aucune perte apparemment des facultés, à part la perte du sens moral. Et c'est la première fois qu'on peut montrer que ce qui fait l'apanage de l'humain, ce qui va faire sa singularité par rapport aux autres espèces de primates, de singes, c'est cet énorme cortex préfrontal qui est derrière notre front, et ce beau front intelligent qu'on avait déjà remarqué est le siège en fait de toutes ces facultés morales et de toutes sortes de sens qui échappent un peu aux fonctions motrices pour les dépasser, comme la mémoire de travail, comme toutes sortes de ça. Je vous en reparlerai en temps utile. Hein. Vous voyez que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Parce que là, je suis toujours dans mon introduction. Alors donc, mais voilà, écoutez, pour que vous sachiez où on est, voilà le cerveau. Hein. Le cerveau, alors, vous voyez, vous avez l'hémisphère gauche, la face interne de l'hémisphère gauche, on a coupé. Alors vous avez à l'intérieur, là, vous avez, évidemment, vous avez le corps calleux, toutes ces choses qu'on appelle le cerveau limbique, les limbes. Hein. Ça a été décrit par Broca aussi, qui a vraiment été, c'est vraiment 5 fois la grande, quand même la capitale de la neurologie. Alors, et puis là, vous avez l'autre, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit,
Et puis là, vous avez, dans le creux, vous soulevez une scissure et vous allez voir un lobe ici qui est très intéressant, qui s'appelle l'insula, qui est un lobe caché. Et il est important, surtout pour des gens comme moi, parce que c'est le lobe du goût. Hein. Alors quand vous goûtez, bonne chose, c'est dans votre insula, la profondeur de votre insula que ça se passe. Allez, on va continuer la visite du cerveau, on va travailler sérieusement. Maintenant, vous voyez, là on l'a ouvert, le cerveau, pour voir les ventricules. Et puis vous avez notamment au milieu le troisième ventricule, qui est un ventricule médian. Au bout, il y a le lieu de toutes les passions, de toutes les choses élémentaires. Je considère ça un peu comme la cave où on met toutes les choses peu montrables, le sexe, la régulation de la température, le plaisir, l'alimentation, la boisson, tout est là. Hein. C'est à la fois tout se fait dans cette espèce de carrefour d'entonnoir qu'on appelle l'hypothalamus. Alors c'est passé dans le courant maintenant, vous pouvez dire « Oh, j'ai mon hypothalamus qui ne va pas très bien en ce moment, etc. » Il y a hypothalamus et dopamine, ce sont des gens, maintenant c'est très connu. Le lecteur moyen du Figaro est habitué à ce qu'on lui parle de dopamine et dans Libération, il va un tout petit peu plus loin. Dans Le Monde, évidemment, il vous donne la formule. Mais c'est comme ça, quoi. Alors, vous avez là ces cavités, et vous avez appendu au bout une petite glande où j'ai passé. Moi, j'ai passé toute ma carrière de neurologue et de chercheur dans ces régions douteuses. Je dois dire, c'est pour ça que j'ai écrit Biologie des patients il y a plus de 25 ans. J'étais encore capable de patients, j'ai écrit ça. Et je me centrais surtout sur ces régions où sont le siège des patients, évidemment. Alors, voilà, regardez, ça c'est intéressant parce que c'est un moulage des cavités cérébrales. Alors, avant, on me disait c'est des espèces de ballons comme ça, où il y a du liquide, ou de l'air, ou du pneuma. Et là, c'est ma femme pour savoir si je suis là, donc laissez-la sonner. Non, ça va aller, ça va se calmer. Je suis désolé, j'ai oublié d'éteindre. Ça, c'est Léonard de Vinci qui a fait ça. Il a injecté parce que c'était un sculpteur, donc il a utilisé la technique de la cire perdue. Il a injecté dans le cerveau, dans les ventricules, de la cire qui, en se refroidissant, a donné un moulage exact des cavités cérébrales. Alors, vous voyez, vous avez comme ça, c'est pas très pratique tout ça. Vous avez ici le quatrième ventricule, l'aqueduc du mésencéphale, l'aqueduc de Sylvius. Là, vous avez le troisième ventricule avec au fond l'hypothalamus et puis l'hypophyse. Et puis ici, vous avez les deux ventricules latéraux qui sont dans chaque hémisphère, il y a des ventricules qui ont une forme de corne, avec à l'arrière une corne qui va dans le partie occipitale, et puis vous voyez, ça occupe tout ça, et puis ça communique avec le troisième ventricule, parce qu'on appelle le trou de Monro. Alors vous voyez, c'est comme quand vous visitez un pays, on vous donne des noms, c'est le machin chouette, le machin truc. Écoutez, oubliez tout ça. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté le cerveau, je vais vous dire à quoi sert le cerveau. Hein. C'est le siège de la psyché, c'est-à-dire qu'avec ça, j'explique tout. C'est-à-dire, c'est le siège de l'âme. L'âme et le cerveau, c'est la même chose. Alors, nous sommes dans une position extrêmement matérialiste, donc il faudra que j'essaye de vous expliquer ce que j'attends par psyché. Donc, j'essaierai de me faire plus précis. Le postulat de départ, qui est, si vous voulez, le postulat de tout mon travail et de mon approche méthodologique, sinon idéologique, du cerveau, c'est que l'action est subordonnée à l'état affectif. Ça veut dire, merci, monsieur, voilà un bon directeur. Absolument que tout le monde va vous le disputer, j'ai l'impression, dans quelques temps, mais il est vraiment très, très efficace. Alors, l'action est donc subordonnée à l'état affectif. Ça veut dire que tous nos actes, y compris ce qu'on appelle la pensée, qui n'est jamais qu'un acte qui n'est pas, qui est intériorisé, qui se déroule exclusivement à l'intérieur du cerveau, que tout ce qui est pensée, acte, de manière plus générale, action, est subordonné à l'état affectif. Autrement dit, aux passions, aux émotions, à l'état de votre... On va voir ce que c'est que l'état affectif. C'est ce qui vous émeut et ce qui va traverser justement votre âme. C'est ce qui exprime la souffrance, le plaisir,
le désir de votre corps. Eh bien, toute action va résulter ou reviendra sur ce fond affectif. C'est exactement le contraire de l'attitude des premiers psychophysiologistes, notamment des fameux behavioristes, qui considèrent le cerveau comme une machine à répondre aux stimulus extérieurs. Et qui fait que ce qui est de l'ordre de l'affect, comme le plaisir, comme la souffrance, ou toutes ces choses-là qu'on peut même appeler, quand elles sont abstraites, les sentiments, que tout ça est secondaire. C'est parce que j'ai commis cet acte que je me sens bien. Mon postulat de base, c'est parce que je me sens bien que je vais commettre cet acte. C'est-à-dire, c'est un renversement de situation en qui privilégie l'affect par rapport aux actes. Donc, j'ai l'habitude de dire que notre cerveau est d'abord, avant d'être un cerveau de l'action, tape, comme dirait Goethe, c'est un cerveau sentimental. Donc, avec moi, vous aurez affaire à des sentiments. Oui, c'est pour faire un peu l'intéressant, sensio ergo sum, quoi. Ça veut dire, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose qui a disparu avec ça pour commenter, mais ça veut dire que c'est les sentiments qui sont essentiels dans les conduites humaines. C'est donc à travers nos sentiments que va s'exprimer l'homme. Depuis le tout petit, depuis le nouveau-né, on verra que tout se passe dans les sentiments. Alors j'ai créé pour ça un concept, excusez-moi de vous faire naviguer dans les concepts, mais c'est bien après on en sera débarrassé. C'est le concept d'état central fluctuant. Alors l'état central fluctuant, ça veut dire que ce qui est important, c'est l'état. Alors c'est l'état de notre corps. C'est ce qui va donner ce que nous éprouvons, notre subjectivité. Eh bien l'état central fluctuant, il est fait de 3 composantes. La composante extracorporelle, c'est le monde. Pour ceux qui sont germanistes, c'est le Umwelt, je prononce correct, c'est-à-dire le monde propre, qui appartient au sujet. Et puis, il y a l'espace corporel, la dimension corporelle, qui est un système de communication qui gère le corps. Le corps, c'est un vaste système de communication, les organes entre eux, les organes après avec le cerveau, les organes avec les muscles qui sont les effecteurs de l'action. Et pour commander tout ça, 3 systèmes, et le réguler, le système nerveux, le système hormonal, qui est un système à constante de temps plus lent et qui agit sur une plus large distance. Les neurones sécrètent des hormones, comme les glandes, qui vont diffuser, agir à distance sur d'autres organes. Et puis, il y a finalement le système immunitaire, qui est le dernier venu dans la bande, et qui est un grand système de communication, ce qu'on appelle les interleukines, enfin, toutes ces choses qui sont responsables des défenses immunitaires, de la reconnaissance du soi et du non-soi, etc. Je vais pas, ça pourrait nous entraîner très loin. Donc, nous avons la dimension extracorporelle, la dimension corporelle, et puis une 3e dimension qui est la dimension temporelle, qui est la dimension temporelle, c'est-à-dire le temps. En fait, notre état, il est fluctuant parce qu'il n'est jamais le même, il est toujours dépendant de l'avant et de l'après. Il permet d'anticiper l'après en fonction de ce qui s'est passé avant. Et surtout, il va évoluer constamment, à la fois avec le développement de l'individu, avec cette capacité qu'a le cerveau, notamment, de se régénérer, on en reparlera. Contrairement à la légende, on continue à fabriquer des neurones toute sa vie. C'est un de mes élèves, Pierre-Marie Liédot, qui est maintenant un Pasteur, qui a apporté la première démonstration qu'on fabriquait encore des neurones chez l'adulte, la neurogénèse adulte. Et puis, si vous regardiez au cinéma, on peut mettre des fibres optiques à l'intérieur du cerveau, on voit les neurones défiler, on voit qu'ils poussent des prolongements, ça grouille dans votre cerveau. Vous ne vous rendez pas compte, mais tout votre cerveau est un cerveau plastique qui évolue dans le temps. Et puis, attention, vous avez vos gènes. Vos gènes, c'est les gènes de vos parents, mais c'est aussi des gènes qui viennent de très loin. Ils viennent de, je vais dire, la nuit des temps, pour prendre une formule consacrée. Songez que le gène PAX6, par exemple, qui vous permet de faire les beaux yeux bruns ou bleus, qui sont votre apanage, mesdames, quand ils sont bien portés, les yeux, il n'y a rien de mieux. Eh bien, je vais vous faire déchanter parce que le gène PAX6, chez la méduse, qui est un animal sans système nerveux,
fait des petits yeux chez certaines espèces de méduses. On ne sait pas à quoi ils servent, ces yeux, peut-être des fonctions chimiotactiles, etc. Et ils sont fabriqués grâce à Paxis. Donc, entre la méduse et nous, la levure de bière, par exemple, nous avons 60% d'homologie avec les levures. Il y a 3 règnes dans le vivant, le règne végétal, les champignons, les mycètes, et puis les animaux. Eh bien, plus proche de nous, on est plus proche d'un champignon que d'une plante, parce qu'on est hétérophage, il faut donc fabriquer ses propres composants, alors qu'on ne peut pas les fabriquer, il faut les piquer soit des charognes, soit ce dont nous nous nourrissons, nous sommes essentiellement charognards, et manger des plantes qui fabriquent nos protéines pour que nous puissions les utiliser. Donc tout ça est parfaitement réglé. Et donc, voilà. Pourquoi il y a un autre signal là, comme ça? Je trouve que je parle trop longtemps, non? Attendez, voilà. Alors donc, je veux détailler ça un petit peu, parce que ce système extracorporel, avec cette histoire de temps qui gère tout ça, il faut que vous sachiez qu'entre le monde extracorporel, votre Umwelt, et puis votre corps, il y a des échanges qui se font dans les deux sens, en permanence. Et que c'est votre corps qui détermine le sens des objets de votre environnement. Alors, je prends... Attendez, il est 6 heures et quelques. Le temps passe très vite. C'est déjà 7 heures moins le quart et je n'ai pas encore commencé. Donc, je prends l'exemple d'un objet. En général, quand on fait ça l'après-midi, je change. Mais je prends toujours un foie gras, parce que c'est mes origines du sud-ouest. Alors, je vous présente un foie gras. Vous êtes à jeun. Vous avez faim. C'est un objet merveilleux. C'est doré, sur sa gelée, tout ça. Vous avez les odeurs, tout ça. C'est donc, à ce moment-là, ça devient un objet de désir. Et pourquoi c'est un objet de désir? C'est parce que votre corps qui lui donne le sens d'être un objet de désir. Et en retour, qu'est-ce qu'il fait, ce foie gras? Il fait sécréter de l'insuline dans votre cerveau, il fait sécréter du VIP, il fait sécréter toute une série de choses dans le cerveau qui sont des petites protéines qui vont déclencher ce désir spécifique qui est « je vais te manger hein ». Voilà, comme on dit en Afrique. Donc, c'est le désir. Non, ne prenez pas ça pour une réflexion. Je veux dire, parce que il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Donc, je vais te manger. C'est un objet de désir. Et vous faites la même expérience avec le même objet. Quand vous vous êtes tapé une bonne choucroute, un bon truc, un bon repas, et vous présentez à ce moment-là l'ex-objet de désir au cerveau, au sujet, ça devient un objet d'aversion. Le même objet, à ce moment-là, l'état du corps est complètement modifié. Il y a de la cholécystokinine dans la paroi gastrique, alors qu'avant, il y avait de la gréline, maintenant, il y a de la cholécystokinine. Il y en a aussi dans le tronc cérébral. Et vous avez envie de vomir, c'est un état nauséeux. Il y a de la sérotonine, il y a de l'anorexie, il y a toutes sortes de choses qui font que vous n'en voulez plus. Voilà. Alors, quand je veux être particulièrement désobligeant, alors là, il y a la constante temporelle, ça se fait très vite, le changement de sens de l'objet. Mais s'il s'agissait d'amour, si j'avais décidé de vous parler d'amour, eh bien, disons que l'objet de votre désir, quand vous allez tomber amoureux, vous allez sécréter dans votre cerveau de la dopamine, vous allez sécréter de l'ocytocine si vous commencez déjà à avoir une petite relation plus que physique avec l'objet de votre désir, qui va être la chose la plus désirable de la Terre. Et cette femme ou cet homme, moi je parle de femme parce que je suis hétérosexuel, mais vous allez vouloir le posséder exactement, et vous allez dire je vais te manger. Vous voyez, c'est un objet de désir. Et puis le temps va passer, alors ça peut être la nuit simplement. Ça peut être le réveil. Il n'y a plus de dopamine, il y a des endorphines dans votre cerveau, vous avez bien dormi. Votre espace corporel a été totalement modifié.
Alors, si ça peut durer plus longtemps, ça peut durer... Ma femme prétend que ça peut durer presque 3 ans, enfin bon. Mais c'est pas vous dire qu'au bout de 20 ans, c'est plus très fort, quoi. Alors, la dimension temporelle, adieu l'ocytocine, adieu la dopamine, et vous avez mieux que ça, vous avez même des substances qui sont des substances aversives. Vous ne pouvez plus littéralement sentir cet objet de désir et votre corps a été complètement transformé. Voilà pourquoi j'ai un peu insisté sur ces données théoriques, n'est-ce pas ? Car tous les comportements humains et animaux sont organisés au cours de 2 états affectifs fondamentaux, le plaisir et l'aversion. Et les émotions peuvent être définies comme des sentiments fondamentaux qui assistent le pouvoir de l'action en maximisant le plaisir et en minimisant l'aversion. Alors, on pourrait faire, les Américains, leur conception utilitariste, ils vous font... c'est l'équivalent de la théorie de l'intérêt progressif dégressif, je ne sais plus, de Bentham, et vous pouvez faire la moyenne algébrique entre le plus qui est le plaisir et le moins qui est l'aversion, et la résultante fera que vous aurez du plaisir ou vous n'en aurez pas et que vous ferez cet acte ou ne le ferez pas. C'est absolument gratuit et tout à fait inefficace parce qu'il y a des endroits du cerveau, il suffit de mettre une électrode, vous appuyez sur une pédale. S'il y a une pédale quand vous êtes un rat, pour avoir à manger, et puis une autre pour vous envoyer l'électricité dans ces structures latérales qui sont les structures du plaisir dont je vous parlerai dans un instant, si j'ai le temps, vous allez préférer appuyer sur une pédale et vous aurez un plaisir totalement gratuit et totalement inutile qui est provoqué par votre cerveau. Ce que l'homme recherche, ce que le cerveau recherche, c'est essentiellement le plaisir et fuir la souffrance. Et le reste, c'est superfétatoire, c'est les moyens d'obtenir le plaisir ou les moyens de fuir la souffrance. C'est donc toujours l'état qui va précéder l'acte qui guidera et constituera nos conduites. Alors, il faut savoir que c'est couplé, ces choses. C'est-à-dire que le plaisir et la souffrance sont couplés. C'est ce que j'appelle les processus opposants. Alors, je vais vous montrer un peu ce dont il s'agit. C'est une expérience qui a été réalisée chez le singe, chez le chien. Enfin, bon, les militaires français réalisaient les mêmes expériences en Algérie. On était chez les parachutistes, moi j'ai connu cette période. Ça consiste à attacher un chien sur un harnais, à mesurer son état de bien-être ou de mal-être en prenant comme indice soit sa pression artérielle, soit son rythme cardiaque. Alors vous voyez que normalement, le chien qui est habitué, on lui a donné le confort nécessaire, il a un rythme, le cœur d'un chien bat assez vite, c'est à 100 par minute. Et puis, vous allez lui mettre des électrodes sous la patte et vous faites passer du courant électrique. Alors, le chien souffre, d'abord il va terriblement souffrir, et puis il va s'habituer, c'est-à-dire qu'il souffrira moins. Puis quand vous allez couper le courant, eh bien, c'est quelque chose qui va surprendre, c'est qu'en fait, vous regardez la chose violette, là, il y a ce qu'on appelle la réaction secondaire, c'est-à-dire qu'au contraire, il va y avoir un état de bien-être chez le chien, qui est l'effet secondaire. Alors, l'explication, c'est qu'il y a une adaptation des systèmes cérébraux qui gèrent les affects, qui fait qu'avec le temps, quand vous avez un stimulus qui procure de la souffrance, eh bien, en même temps, il y a, avec une plus grande inertie, un processus qui se développe en sens inverse et qui va rester après l'arrêt de l'affect primaire. Et la moyenne algébrique donc des deux processus opposants va vous donner ce que ressent le sujet. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous augmentez l'électricité, eh bien, l'effet primaire va augmenter et le rebond va augmenter. Mais si vous répétez ça de jour en jour, eh bien, vous allez voir qu'il va falloir de plus en plus d'électricité pour obtenir le même effet primaire, mais que par contre, l'effet secondaire sera de plus en plus fort. Et vous êtes dans ce qu'on appelle la tolérance, avec l'habituation, et à un moment donné, vous pourrez faire passer une quantité d'électricité considérable, le chien ne ressentira plus de malaise, mais après, il aura cet état d'euphorie. Alors si vous prenez l'exemple des parachutistes, pas seulement parce qu'ils pratiquaient
la stimulation électrique chez les gens en Algérie, mais aussi parce qu'ils sautaient en parachute. Eh bien, moi, personnellement, j'ai eu la chance de... Je vous expliquerai comment j'ai échappé au processus opposant, mais c'est vrai que quand vous êtes à l'arrière du Nord, là, et qu'il y a un adjudant chef de préférence qui vous pousse un coup de pied dans les fesses pour vous précipiter dans le vide, vous avez la trouille de votre vie, pour ceux qui l'ont fait, enfin, à moins d'être inconscient. Hein. Mais une fois qu'on est au sol, vous allez ressentir l'effet secondaire, c'est-à-dire l'euphorie. Hein. Alors, vous allez avoir la tolérance au point qu'il y en a qui sautent sans parachute. Hein. Oui, en chute libre, puis il y a un copain qui s'approche en planant et qui lui file un parachute. À Bergerac, ils forment comme ça, il y a une école de parachutisme. Au 5e saut, vous sautez sans parachute. Bon. Mais vous êtes habitué. Alors vous avez que l'euphorie de ce... Moi, j'ai pas eu cette chance puisque je me suis cassé la jambe à mon premier saut. Il m'a valu d'être rapatrié. Et youpi, j'ai fini ma guerre sur l'aéroport de Mérien. Donc, c'est ce qui est bien agréable. Et quelquefois, c'est bien de ne pas être un héros. Donc, voilà. Ces processus opposants, ils sont au cœur de tous les processus affectifs. Ils vont vous expliquer beaucoup de choses. Alors, j'avance sur l'affect, le contraste affectif, toutes ces choses-là. Ce que je... Ah ben, elle m'agace, là. Je vais l'éteindre, excusez-moi. Je vais lui couper son sifflet. Voilà. 2 appels en absence, bien sûr. Quel esclavage. Enfin. Donc, je vais vous parler des émotions maintenant, parce que, bon, j'ai une théorie on va expliquer les émois, les émotions, c'est différent. Nous avons en permanence un état émotionnel de bien ou mal, on oscille, c'est comme la houle, vous savez, on a un état de base d'éprouver du corps. Et ce qui éprouve le corps, c'est ce que j'appelle la psyché, c'est ça la psyché. C'est-à-dire, Épicure dit, c'est le cri de la chair, c'est votre corps. Vous avez toujours votre corps qui parle à votre cerveau, et c'est ça que j'appelle l'affect. Hein. Alors, vous avez donc, au début, un taux de base qui oscille, je n'ai pas la diapo là, et puis là-dessus, sur cet émoi, va se greffer ce qu'on appelle les émotions, c'est-à-dire des phénomènes qui sont circonscrits dans le temps et qui sont non plus de la houle, mais de grandes marées et quelquefois des tsunamis. Hein. Et vous avez des émotions positives et des émotions négatives. Il y a en gros 6 émotions. Les positives, c'est la surprise, la joie, et puis vous avez les négatives, la peur, le dégoût, et la tristesse. Voilà. Donc vos 6 émotions qui vont conditionner votre vie psychique, l'état de votre psyché, et qui vont conditionner votre réactivité. Alors vous avez des sujets qui oscillent à haut niveau, hein, ce qu'on appelle les chercheurs de sensations, qui sont en général des gens qui vont donner des dépressions qui sont des dépressions de type bipolaire, ça aussi. Ils ont une hyperréactivité affective, et c'est des gens qui, évidemment, quand ils sont déprimés, ils mélangent des signes de manie, d'excitation et des signes de dépression, souvent. C'est des états mixtes. Si vous leur donnez du Prozac, c'est-à-dire un antidépresseur, ils vont se suicider en criant « Youpi, je saute par la fenêtre ». Vous voyez, c'est vraiment... Il faut faire attention. Et vous avez les sujets qui oscillent à bas niveau, ce sont les anédoniques, qui ont une hypoesthésie émotionnelle, qui réagissent peu, ils ont un émoussement affectif. Ces sujets-là font souvent des dépressions dites anédoniques. Enfin, donc, on peut mesurer tout ça, c'est la psychiatrie moderne. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que, par cette courbe qui va par ces images qui vont vous paraître ésotériques, mais qui était un travail de mon laboratoire, où on a montré que ce qui caractérisait les vertébrés, c'est l'existence d'un système affectif et d'émotions. Vous pouvez tuer les guêpes, les mouches, malgré les organisations de défense des animaux, ça leur fait pas mal. Ils n'ont pas de système de motivation qui repose sur l'affect. C'est à partir des vertébrés que vous avez, on devrait les appeler des crâniates, vous voyez, ils arrivent, il y a les céphalocordés, ils arrivent là, et là on voit apparaître, parce qu'il y a dans le cerveau antérieur ici, des vésicules, et il y a une région qu'on appelle
c'est Mme Le Douarin qui, ici, là, dans le bois de Vincennes, a décrit ce qu'on appelle la crête neurale. Et cette crête neurale va donner le système sympathique et va donner naissance aux os de la face et à l'os du crâne. Alors que les os, en général, ne naissent pas de l'ectoderme, c'est-à-dire la couche qui va donner le système nerveux. Donc, il va y avoir chez les vertébrés, ce n'est pas tellement l'existence d'une corde de vertèbres qui est important, si ce n'est que ça leur permet une grande mobilité, c'est le fait qu'ils concentrent dans ce qu'on appelle une tête nouveau style, un cerveau avec ses 5 vésicules, et puis tous les organes d'essence qui sont rassemblés, les os d'une bouche qui est énorme, donc c'est des prédateurs la plupart, c'est à qui mange l'autre, hein, avec des systèmes désirants extrêmement développés, et puis, évidemment, à l'écoute de leur propre corps, de leurs affects, puisqu'ils ont un système sympathique qui dérive aussi de la crête neurale, avec un système ortho et parasympathique. Ils sont informés sur l'état de leur corps. C'est donc l'existence d'une psyché rudimentaire, et toute l'évolution des vertébrés va se construire autour d'une augmentation progressive des systèmes émotionnels, des systèmes d'affect, qui va aller de pair avec le développement des capacités cognitives. Donc c'est toujours cette évolution des émotions qui va se faire. Alors vous retrouvez dans les... j'ai l'habitude de dire souvent, dans les schistes de Chine, donc à moins 500 millions d'années, vous avez déjà un ancêtre des vertébrés, des crâniates, où vous allez avoir toutes ces caractéristiques, une grande gueule, les organes d'essence tournés vers l'avenir, une grande mobilité et une sensibilité affective du cœur. Vous avez là tout à fait le portrait type d'un chef d'entreprise ou d'un directeur d'hôpital. Donc quelqu'un qui entreprend. Et l'homme est un animal qui entreprend. Voilà. Et alors tout ça, derrière tout ça, je vais aller très vite maintenant, parce que je vais commencer ma conférence. Nous avons donc maintenant dans le cerveau, au milieu, un système qui est le système dopaminergique. C'est, vous voyez, ça part du tronc cérébral. Vous avez 100 000 neurones qui sont là, dont vont dépendre tous vos affects. Ils montent, ils traversent l'hypothalamus latéral, vous voyez, c'est ça l'hypothalamus. Et puis là, sur le côté, ça monte. Alors, il y a une partie qu'on appelle la substance noire qui va vers les aires motrices. C'est responsable, quand c'est lésé, de la maladie de Parkinson. C'est la motricité, c'est l'action proprement dit. Et ça, c'est les sentiments. Alors, ça monte vers ce fameux cortex préfrontal, où ça prend un relais ici, d'abord, dans un endroit qui s'appelle le nucleus accumbens, où c'est un aiguillage, et une partie va remonter vers le cortex préfrontal. Alors vous avez les émotions, les motivations. Tout ça va être sous contrôle de ce système qui utilise un neurotransmetteur que vous connaissez bien, vous avez tous entendu parler, qui est la dopamine. Hein. C'est la cible des antidépresseurs, c'est la cible de toutes ces choses. C'est votre système désirant. C'est là que vont converger différents neurotransmetteurs qui vont être responsables des processus opposants. Et ils sont stimulés aussi bien par des émotions positives que par des émotions négatives, et vous allez mettre en jeu ce cortex préfrontal qui a des propriétés extraordinaires, parce que c'est lui qui va gouverner justement vos comportements et qui va dire c'est bon, c'est mauvais, ou il faut le faire, il ne faut pas le faire. J'ai l'habitude de dire que ce cortex préfrontal, c'est à la fois le commissaire-priseur et le commissaire de police. Quand il est détruit, par exemple, comme c'était le cas chez Phileas Cage, eh ben, il n'y a plus de sens moral, il n'y a plus d'inhibition. Il y a 4 ans de ça, j'étais à Washington, M. Leavitt, qui est devenu maintenant l'homme le plus important de la diplomatie française, qui était ambassadeur à Washington, me faisait part de déplorer la façon dont nos plénipotentiaires, pas nos plénipotentiaires, nos missionnaires, des députés, des sénateurs, des gens qui venaient voir Washington, avaient quelquefois un comportement un peu proche du délictueux. Enfin, je veux dire, il ne crachait pas sur la call girl, ni sur la bouteille, enfin, il s'en fichait plein la lampe. Mais il me dit, mais il y en a un qui a dépassé les bornes. Il a poursuivi ma femme dans les toilettes. Quand on est allé à San Francisco, il a essayé de violer la femme de l'ambassadeur d'Angleterre, etc. Il a fallu qu'on évite l'incident diplomatique. On a présenté des excuses et on l'a rapatrié en Europe.
Oh, je lui dis, mais vous savez, vous devriez être tolérant. Pour lui, il avait sûrement une tumeur frontale. Et l'année suivante, il m'a dit, vous savez, on l'a opéré d'un méningiome de la base, donc vous aviez raison, professeur. Je dis, les professeurs ont toujours raison. C'est pour ça qu'ils sont professeurs et pas ambassadeurs. Vous voyez, c'est quand même très important, ce cerveau qui est là. Hein. Voilà, donc vous aurez au moins appris ça. Voilà, donc... ah oui, alors là, c'est pour vous montrer les émotions. Darwin a étudié les émotions, et le spectacle des émotions lui a donné un livre qui vient juste après La descendance de l'homme, et qui est l'hérédité des émotions. Il a montré que les émotions étaient héréditaires, et puis qu'il y avait les principales émotions, étaient quand même une des caractéristiques humaines, et qu'on pouvait les obtenir par les contractions des différents muscles de la face. Et alors il s'est amusé comme ça à stimuler les muscles, et il a repris les travaux d'un grand anatomiste français et médecin qui s'appelait Duchesne de Boulogne, qui était professeur aux Beaux-Arts à Paris et qui trafiquait le concierge avec ses électrodes et puis lui faisait faire différents sourires, différentes mimiques, en stimulant tantôt les zygomatiques, tantôt les orbiculaires, etc. Et en hommage pour lui, Ekman a nommé le sourire du chêne, qui est le sourire qu'a le nouveau-né et qui est le sourire authentique. C'est-à-dire les deux zygomatiques qui se contractent, sans ouverture de la bouche, hein, comme ça, et puis, c'est très difficile à faire artificiellement, contraction de la partie externe de l'orbiculaire de l'œil. Et là, vous avez le sourire du chêne. Et le sourire du chêne, ça c'est très important, et ça rejoint ma théorie de l'affect qui précède l'acte. Le sourire du chêne correspond à un état de bien-être, de sincérité, qu'on est porté vers l'autre, etc. C'est vraiment le sourire de l'humanité au mieux, quoi. Le nouveau-né, quand il voit sa mère, il va la découvrir, mais il commence par sourire du chêne. C'est-à-dire que quand il verra, il a une connaissance intime de l'état de son corps, parce qu'il y a une décharge corrélaire qui fait que quand il sourit, son corps obéit à ce sourire et à cet état de bien-être qui est provoqué par le sourire. Et j'ai fait comme ça l'expérience des hommes politiques, que ça a été vérifié par Waters et d'autres. Si vous voulez être élu, et il y a peut-être quelques futurs candidats ici, il faut sourire du chêne de grâce. Moi, à Bordeaux, je me suis mis à dos mon ministre de l'Éducation nationale à l'époque, quand il se présentait aux élections régionales. J'étais sûr qu'il serait battu, donc j'ai soutenu l'autre, qui n'était pas de son camp, et ça m'a valu d'être démissionné du Conseil national des programmes, dont j'étais président. Et tant pis, la science avant tout. L'autre souriait du chêne. Clinton souriait du chêne. L'autre... alors, il y en a eu qui souriaient, qui avaient un faux sourire, enfin un sourire fabriqué. C'était les deux autres qui ont suivi après, aussi bien Bush que tout ça, c'était du trafic. Mais quand vous avez sur une photo... Alors, bon, notre président actuel, par exemple, je me rappelle de ma surprise quand j'ai vu... Debré qui faisait l'article et qui vendait au marché de Passy, Bernard Debré, le frère du président, et ils n'aiment pas du tout Sarkozy. Alors il distribuait quand même des photos de Sarkozy. J'ai été surpris, mais quel est le bon communicant qui m'a lu et qui lui a appris à sourire du chêne. Il a dû faire ça pendant des soirées entières pour arriver à sourire du chêne. Mais il souriait du chêne. Il a été élu, quoi. Je veux dire que vous pouvez... Donc... ça veut dire que c'est quand même l'état affectif qui l'emporte. Il faut être bien, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tricher avec ça. Hein, d'accord ? Bon. Alors, n'en tirez pas de conclusion politique. Vous voyez, c'est ce pauvre concierge de l'école des Beaux-Arts. Regardez ce beau sourire du chêne. Il était bête comme une malle. Alors, voilà. Alors, ça me permet de venir... Je suis désolé que cette diapo soit en anglais, là, mais en fait, ça fait snob. Bon, c'est pas grave. Je parle très, très vite d'un besoin fondamental, justement, affectif, qui est le besoin de l'autre. Voilà. La psyché, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est ce qui va porter l'homme, le sujet, vers l'autre. Ce besoin de partager son état intérieur, son affect, avec l'autre. Il va y avoir ce que Rousseau appelait la pénétration réciproque.
c'est-à-dire cette capacité de voir l'autre comme une projection de soi, et c'est en retour l'autre qui sait que vous percevez l'état de son propre corps. Et c'est cette subjectivité partagée que va naître la conscience de soi qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire je suis le miroir de l'autre. Donc s'il n'y a pas d'autre qui se présente au miroir, il y a le fameux stade du miroir, où vous allez vous reconnaître comme un sujet, seulement à 18 mois, jusque-là vous voyez l'autre, vous allez le chercher derrière la glace, la mère qui est derrière vous, vous allez la chercher derrière la glace, et puis à un moment donné, vous savez que celui qui est dans la glace, c'est vous. Et vous avez donc développé une conscience de soi. Et cette conscience de soi, c'est l'amour que vous avez porté à l'autre à travers le jeu de miroir qui s'est fait entre vous et l'autre, grâce à des neurones spéciaux qu'on appelle les neurones miroirs, dont je vous parlerai très brièvement, qui ont été dans cette partie du cortex préfrontal, et on s'est rendu compte que quand le sujet qui était en face celui dont on enregistrait l'activité cérébrale faisait un geste, des gestes de la main ou des gestes de la bouche, c'est-à-dire ces gestes qui sont essentiels pour la communication, eh bien, le sujet faisait les mêmes activités dans ses neurones miroirs quand il faisait le geste ou quand il le voyait faire à l'autre. Donc, tout se passe comme si nos actes n'étaient que réflexion de l'échange d'informations sur un geste que vous voyez faire et un geste que vous faites vous-même. Donc il y a ce jeu de miroir qui va être le propre de l'humain et de développer cette intersubjectivité qui font que nous sommes essentiellement des êtres qui vont donc échanger avec l'autre. Je reviens donc vers ces propositions. J'espère que vous pouvez traduire. Voilà. Ben ça, c'est aussi une autre façon d'éprouver la compassion. C'est celle qu'il y a entre une mère brebis et son petit, qui se fait aussi par échange réciproque, mais cette fois il s'agit d'un échange de stimulus olfactif et de stimulus odorant. La brebis lèche son petit agneau et elle le reconnaît parce qu'elle reconnaît l'odeur de ses propres sécrétions sur cet agneau. Si vous lui donnez un autre agneau, elle refusera de l'allaiter. Si vous voulez qu'elle l'allaite, il faudra lui faire une stimulation vaginale, auquel cas elle va sécréter de l'ocytocine dans son cerveau et elle sera prête à accepter un autre agneau. Alors je vous parle un petit peu à propos de la compassion, parce que c'est une hormone que j'ai beaucoup étudiée dans ma vie. Ça, c'est des histoires de cognitifs pour expliquer comment fonctionne le cerveau dans sa perception du monde. Je vais laisser ça de côté. Mais je vous parle juste un petit peu de l'ocytocine. Je vous parlerai, si vous voulez, dans la discussion, on pourra parler. Ça, c'est l'expérience de Risolati sur les neurones miroirs. Et voilà, la femme qui se regarde dans un miroir, je ris de me voir si belle. Donc il y a cette... je voulais vous dire un mot sur l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Vous avez des campagnols américains qui sont des campagnols qui vivent dans la plaine et qui forment des couples très unis, mari et femme, et avec les enfants. Et vous avez des campagnols de montagne qui sont complètement volages, qui ne s'attachent pas, il n'y a pas d'attachement. Alors on s'est rendu compte que ceci est dû à cette hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui est sécrétée par les noyaux neurosécréteurs d'hypothalamus et qui est libérée notamment chez la femelle allaitante et qui permet l'éjection de lait. Et puis elle intervient au cours de la parturition. Et on peut la déclencher par une stimulation vaginale, entre autres. Mais au cours du coït, au cours de l'amour physique, qu'il s'agisse de caresses précises ou de caresses génitales ou de caresses verbales, vous avez une sécrétion d'ocytocine dans le cerveau, surtout de la femme. L'homme, il sécrète plutôt l'hormone sœur qui est la vasopressine, et ceci crée les conditions de l'attachement. Donc, les campagnols de montagne, ils ont les récepteurs à l'ocytocine dans le cerveau qui sont mal placés. Donc il n'y aura pas d'attachement. Mais ça a une valeur adaptative, c'est une espèce qui est différente. On a amené les campagnols de plaine, on les a amenés à la montagne en disant c'est peut-être l'herbe de la montagne qui fait qu'ils sont volages, vous savez, enfin ceux qui sont vieux comme moi, c'était l'époque où on avait
on avait c'est la montagne magique, enfin, je veux dire, c'est Thomas Mann. On avait le Sana des étudiants c'était le plus grand bordel d'étudiants d'Europe. Enfin, c'était, vous savez, la proximité de la mort. Alors on a dit, et puis l'air de la montagne. On a dit c'est ça, mais non, il reste fidèle, il n'y a pas de problème. Mais ça a une valeur adaptative parce qu'évidemment, quand vous êtes dans la plaine du Far West, les grandes plaines, là, que vous trouvez un mâle pour une femelle, vous avez intérêt à le garder. Donc, d'où le lien, qui a une valeur adaptative. Quand vous êtes dans la montagne, il y a une proximité, c'est des petits enclos, et tout le monde vit partout où il y a proximité, promiscuité, il y a infidélité, il y a besoin, parce qu'on trouve autant de mâles quand on est une femelle, et réciproquement quand on est comme ça, confiné dans un chalet de montagne. Donc, c'est ça la différence. Et vous avez une autre animal qui est formidable, je vais évoquer ici, puis on va s'arrêter, évoquer les ouistiti. Les ouistiti, c'est formidable. C'est ça qui m'a valu d'attirer du retard. Je vais raconter cette histoire à l'Académie pontificale le jour, et ça m'a porté du tort. J'ai pas eu le nihil obstat. Mais bon, pour d'autres raisons, mais enfin, ça n'avait rien arrangé. Parce que je leur ai dit, écoutez, c'est à la période où on est le moins fécond qu'on prend le plus de plaisir, c'est comme ça, c'est une question d'hormones. Alors la femelle ouistiti, elle a un mâle, son ouistiti, voilà, ils vivent ensemble, mais dès qu'il y a une femelle, notre ouistiti qui arrive pour lui piquer son mâle, parce qu'il y a une certaine rareté, l'homme est très demandé chez les ouistiti, enfin le mâle est très demandé chez les ouistiti, immédiatement, et que je copule, et que je copule, et que je copule. Donc, la seule façon de maintenir la fidélité dans un couple, chez les ouistiti, c'est de copuler. Voilà, de copuler. Fornication, la fornication. Forniquez et votre couple sera solide. C'est le message que je voulais faire passer. Voilà. Donc, c'est ces perspectives optimistes. Je ne vais pas vous parler du langage et de tous ces trucs. C'est trop compliqué. Vous voyez, c'est très vite pour vous faire voir à quoi vous avez échappé. Mais on terminera par un des plus beaux tableaux du monde, qui est la reddition des lances de Velázquez, avec le prince d'Orange et puis Spinola, le chef des Espagnols. Et après le siège de Breda, qui a été un siège affreux, où ils se sont étripés pendant 1 an dans les tunnels, des mines, se poignardant, combattant à l'arme blanche, c'était affreux, et puis ils se réconcilient. Et vous voyez ça, regardez la beauté du geste de compassion du vainqueur qui met la main sur l'épaule, avec les autres, leur lance en désordre, ils viennent recevoir une déculottée, ils se rendent, mais le geste noble du vainqueur, c'est de prendre le vaincu dans ses bras. Voilà, c'est comme ça que nous faisons maintenant, M. Sarkozy et Mme Merkel, c'est des gestes où ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Et je ne vous dis pas la quantité d'ocytocine que la mère Merkel doit sécréter quand Sarkozy la prend dans ses bras. Bon, écoutez, c'est cette perspective réjouissante et somme toute prometteuse d'avenir que je vais terminer mon exposé. Voilà. Qui nous parle du cerveau cartésien, vous avez parlé de Descartes tout à l'heure, et du cerveau pascalien. Un cerveau droit et un cerveau gauche, dit-on. Oui, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Vous allez nous répondre à ça. Et puis d'Edgar Morin. Edgar Morin, son bien penser et son bien agir. C'est de la très bonne vulgarisation, ça n'a rien d'original ce qu'ils disent. Le cerveau gauche, le cerveau droit. On a fait dire beaucoup au cerveau droit et beaucoup au cerveau gauche. Edgar a un vrai génie. Il est merveilleux pour mettre en forme les idées, faire penser les gens. J'aimerais avoir son talent, mais c'est plus un talent de médiateur, de passeur, puis M. Fontaine, là, il n'invente rien. Sa théorie, c'est pas nouveau. Mais c'est bien, c'est très sympathique. Je les trouve très sympathiques. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé dans le domaine de la compréhension du fonctionnement du cerveau, et notamment avec... vous avez vu que tout est dessiné chez moi, il n'y a pas de résonance magnétique nucléaire, etc. Parce qu'il y a une nouvelle phrénologie aujourd'hui, ce sont des néo-frégologues comme Dehaene, tout ça, qui
qui croient beaucoup à l'importance des localisations cérébrales pour expliquer le fonctionnement du cerveau. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. C'est pas parce qu'on voit une région du cerveau s'éclairer qu'on comprendra les mécanismes de la mémoire, de n'importe quelle faculté un peu complexe, de la pensée, du langage. Le langage, on a mieux compris exactement ce qui se passe grâce à la résonance magnétique nucléaire, l'écriture. Tout ça est plus ou moins, mais par exemple le plaisir, quand on boit du pétrus ou de la piquette, ça c'est clair, contrairement à ce que j'avais supposé en faisant quelques expériences en résonance magnétique sur des sujets témoins qui ont donné du pétrus et de la piquette, enfin du mauvais vin, ça marche toujours pareil. Il n'y a pas de zone spécifique. J'espérais trouver une zone spécifique du pétrus qui m'aurait valu une rente en vie, mais non, il n'y en a pas. Mais j'aurais pu vous parler des reconnaissances des visages, etc. Je vous invite à lire de bons livres sur le voyage au centre du cerveau qui vous explique tout ça. Donc, c'est un peu long, c'est un peu indigeste. Comme ça vient. On commence à comprendre comment est le cerveau, mais il faut le diffuser auprès des gens pour savoir que ça n'a rien de mystérieux, mais que quand même il y a un mur au niveau de la compréhension de la mémoire, des choses comme ça, où on a encore tout à trouver, quoi. On fait des progrès, bien sûr, progrès considérables dans le domaine des neurosciences, mais il y a encore quelques pas à faire pour essayer de comprendre quels sont les vrais substrats de la mémoire. Je ne vous ai pas parlé de la mémoire. Vous imaginez le nombre de choses que j'ai laissées de côté dans mon exposé. J'étais peut-être un peu long sur l'historique, mais il vous permet de mieux comprendre la suite. C'est peut-être la raison pour laquelle j'insiste sur l'historique. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir fonctionnel ? Oui. Alors, c'est mon ami Liedo qui fait ça. Il y en a d'autres. Il y a deux endroits dans le cerveau où on fabrique toute la vie des neurones. Il y a le bulbe olfactif, qui est la structure réceptrice de l'odorat. Et l'odorat, c'est un sens qui est très exposé parce qu'on respire toujours des poisons, des choses comme ça, qui détruisent les neurones. Alors, vous avez les neurones sensoriels, c'est des neurones sensoriels, à la différence de l'oreille ou de la vision, où ce n'est pas des neurones qui sont des cellules sensorielles, ce sont des cellules différenciées qui portent les récepteurs. Là, ce sont des vrais neurones, les cellules olfactives sensorielles. Mais elles possèdent des récepteurs pour à peu près, il y a, je ne sais pas combien il y a de nombre de récepteurs différents, il y en a 300 et quelques chez l'homme, un peu plus chez la souris, il y a le double, parce que c'est des macrosmatiques, mais ces récepteurs peuvent reconnaître chacun, on a à peu près 3 millions de différentes odeurs, mais qui sont souvent des mélanges complexes. Dans le frésia, par exemple, il y a 10 composants. Dans le sauvignon qu'on étudie, nous particulièrement, parce qu'on fait donner des arômes de sauvignon, on les teste avec des souris, il y en a 12 à peu près, et il y a des effets de masquage, etc., selon les récepteurs. Alors après, il y a une carte qui est réalisée dans le bulbe olfactif, qui est la première structure relais. Il y a des interneurones qui permettent de dessiner pour chaque groupe d'odeurs reconnues des territoires, et tout ça est soumis à un flux continu de neurones qui viennent de la région ventriculaire et qui ont un courant migratoire. Et les interneurones, non plus les cellules sensorielles, qui elles vivent à peu près 2 mois, migrent et vont être responsables de fonctions cognitives comme la mémoire olfactive et tout ça. Donc il y a un renouveau, un flux constant de ces neurones. Alors ces neurones qu'on a appris à bien connaître, on peut les détourner de leur voie, les faire essayer de les prélever et d'aller les mettre dans des régions où elles se différencieront, par exemple, au lieu de se différencier en cellules qui sécrètent du GABA, elles vont se différencier, c'est les neuroblastes, donc elles sont indifférenciées, ce qu'on appelle des cellules souches, elles vont se devenir et diviser sous forme de cellules qui sécrètent de la dopamine, par exemple. On peut espérer faire ça, donc faire un peu des sortes de greffes de cerveau. Mais le deuxième type de neurones qui n'ont pas besoin de migrer, mais qui sont en permanence en renouvellement, c'est des neurones dans l'hippocampe, cette structure qui est responsable de la mémoire événementielle, de la mémoire, c'est très important, et ils sont en renouvellement constant. Alors c'est intéressant de voir que les structures qui sont très impliquées dans la mémoire, notamment les structures olfactives, le fameux rhinencéphale autrefois, qui est le cerveau olfactif qui est devenu le cerveau des émotions plus tard, avec l'évolution des vertébrés. Eh bien, c'est intéressant de voir que ce sont des régions du cerveau qui ont gardé cette plasticité, cette capacité de refaire des neurones neufs.
Alors, dans les états dépressifs, par exemple, on voit progressivement, au contraire, une perte neuronale, destruction de neurones, et la possibilité de régénérer ces neurones est perdue. Donc, c'est souvent une des causes, peut-être, de certaines dépressions, certains troubles neurologiques. Dans la maladie d'Alzheimer, évidemment, on perd des neurones très très vite. Alors, il y a plein de régions avec des plaques séniles. Mais l'Alzheimer, ça dépend de ce qu'on appelle on a une réserve cognitive, c'est des gens qui ont beaucoup de neurones en excès. On est très inégaux là-dessus, vous savez. Il y a des gens qui ont il y a un mathématicien, il avait un cerveau d'Alzheimer, et un jour il a perdu une partie des chèques et il s'est dit, j'ai sûrement un Alzheimer. Mais il avait un terrible Alzheimer, mais il avait une telle réserve cognitive qu'il était encore capable de calculer, de faire toutes sortes de choses. Tout est relatif, hein, tout est relatif. On va s'en tirer, la plupart d'entre nous. Et il me vous voit du coup pour me demander vos travaux, nos travaux. C'est filmé. Ah bon, si c'est filmé alors. Est-ce que cela modifie les conditions de l'apprentissage et de l'éducation? Ah ben bien entendu. Bien entendu, c'est Kant qui dit que l'homme naît deux fois. Une première fois du ventre de sa mère, la deuxième fois de l'éducation qu'il reçoit. Autrement dit, tout est... Si par exemple, chez un rat, dans la période dite critique, on lui montre, ou chez plus simplement les expériences ont été faites chez des chatons, on les élève dans un cylindre où ils vont marcher, et évidemment, celui qui marche activement va apprendre, et celui qui est trimballé par les mouvements de celui qui marche n'apprendra pas. Et puis si on dessine des bandes verticales, eh bien il vivra dans un univers qui est entièrement composé de verticales. Eh bien tous ces neurones de son cortex visuel, les aires visuelles qui sont là dans la région occipitale, on appelle les aires visuelles, l'aire primaire, les neurones vont être conditionnés pour ne percevoir que les verticales. Alors on verra un monde vertical, une expérience de pensée qui est difficile à faire, oui. Mais les peintres l'ont tenté. Donc pratiquement toutes les conduites fondamentales sont le produit d'un apprentissage. Les goûts, vous avez des goûts innés, comme par exemple le dégoût de l'ail. Vous présentez à n'importe quel petit homme de l'ail, il fait une grimace, qui est un geste instinctif de dégoût et de retrait de ce qui est perçu. Mais on a montré que chez les petits Marseillais, dont la mère s'est nourrie d'aïoli et d'ail, eh bien les petits, quand on leur montre à la naissance de l'ail, ils sourient, vous voyez, ils sont contents. Donc il y a déjà un apprentissage qui commence on dirait même que pratiquement les apprentissages, les grands apprentissages de base se font déjà in utero, hein. Donc après, à la sortie, eh bien, on va voir le monde. On va apprendre à sourire, on va apprendre des sourires sociaux, on va apprendre les avantages qu'on peut en tirer, et tout ça va correspondre à des développements. Par exemple, on s'est rendu compte que les chauffeurs de taxi, en faisant les RMN de Londres, avaient des territoires dans l'hippocampe qui est le siège de la mémoire de l'espace, de la mémoire de place, beaucoup plus développés que le quidam ordinaire. Les pianistes, quand on explore leur cortex moteur, on voit que les territoires des doigts va être considérablement augmenté par rapport, et la sensibilité, les deux territoires sont augmentés. Donc il y a une plasticité, pas forcément en augmentant le nombre de neurones, mais en augmentant le nombre de connexions, de synapses, etc. Ça bouge tout le temps. Donc rien n'est désespéré, et à partir d'un certain âge, vous pouvez continuer à apprendre, bien entendu. Mais ne croyez pas non plus les histoires de gym du cerveau et tous ces trucs-là quand vous faites dans les maisons de retraite. Là, je me suis indigné l'autre jour, une bonne femme qui venait faire du prosélytisme pour les jeux vidéo, etc., les Nintendo pour les vieux, pour développer leur mémoire. Moi, je me suis permis de les recommander à partir de 10 ans, allez, pour les uns 82, 85 ans. Bon, un peu de sexe si vous avez la possibilité, la bouffe sans restriction. Si vous avez arrêté de fumer pour vivre vieux, ben maintenant vous pouvez vous y remettre. Et puis, essayez donc l'opium, vous verrez, vous serez tranquille. Ça a choqué à la télévision. Enfin bon, j'ai l'habitude. Monsieur.
J'aurais voulu pour finir demander une toute petite question sur la maladie d'Alzheimer, dans un point très précis. C'est lorsqu'ils deviennent vulgaires, le Lali. Est-ce qu'on peut récupérer ce point-là pour rendre les gens plus serviables, normaux? Ah oui, oui, non, mais pas les Est-ce que Alzheimer. la grossièreté, on peut l'enlever, à défaut de guérir En grossièreté, je ne sais pas s'il y a un centre de... Oui, il y a la maladie d'éthique de Gilles de la Tourette, où vous avez... J'avais un chauffeur de taxi à l'aéroport à Bordeaux qui avait une maladie d'éthique de Gilles de la Tourette. Ça veut dire que quand vous montez dans son taxi, que vous avez un type qui vous fait « Oh, putain, con !» Vite. Bon, alors quand on est neurologue, on part tranquille parce qu'on sait qu'ils peuvent conduire, les malheureux. C'est terrible. Mais alors, chez les Alzheimer, bon, c'est juste la région à partir du cingulum, de ces trucs qui est détruite, etc. Donc c'est difficile de réparer ces choses-là. Alors, je ne sais pas, vous pourrez leur apprendre des chansons de corps de garde s'ils peuvent apprendre des trucs pour récupérer leur propension à l'insulte, quoi. Mais c'est vrai qu'on comprend que les dames soient souvent offensées. Il faut dire que dans les maisons de retraite, l'activité sexuelle des pensionnaires n'est pas nulle et qu'il y a des combats homériques entre les femelles délaissées au profit d'une autre, par exemple. Non, la vie ne s'arrête pas à 85 ans. On peut garder beaucoup d'espoir longtemps, mais évidemment, il faut savoir respecter les règles. Être vieux ne vous autorise pas à n'importe quoi. Il y a la désinhibition qui fait qu'on a une petite propension à dire tout ce qu'on pense et quelquefois à jurer ou à raconter des cochoncetés. Mais enfin, je suis sûr, monsieur, que vous êtes un homme du monde et que cette question n'était pas biaisée par une projection. Vous êtes encore très jeune. Ce que je voulais en fait savoir, c'est si dans le fond, on a envie d'être injurieux et que, ayant la maladie d'Alzheimer, nous libérons nos instincts primaires. Absolument, absolument. Mais Vous êtes d'accord? je ne dis pas que ce soit primaire, mais il y a une désinhibition. Voilà, il y a ce cortex préfrontal qui est détruit, donc logiquement, si on n'avait pas de cortex préfrontal, la vie serait absolument invivable. On passerait notre temps à nous insulter. Songez au nombre de fois où vous avez envie d'insulter quelqu'un ou vous ne le faites pas. C'est barré, ça ne sort pas. C'est la vie en société. Le frein social. Le frein social, l'inhibition. L'inhibition est essentielle. Nous construisons notre personnalité, notre monde, nous conduisons plus avec des inhibitions qu'avec des actes. En somme, nous vivons d'inhibition. Vive l'inhibition à condition de savoir la gérer quand même. Il ne faut pas trop s'inhiber. Un peu de désinhibition de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Surtout quand on est vieux et qu'on peut tout se permettre. Presque. À présent, quand vous poursuivez les pensionnaires en chemise de nuit dans les couloirs, évidemment, il faut que la cheftaine se fâche un peu, quoi. Mais enfin bon, vous ne pouvez pas savoir dans les hôpitaux psychiatriques aussi toute cette vie qu'il y a là. C'est terrible. Ça. Mais l'homme reste un homme. Tant qu'il y a de la compassion, tant qu'il y a de l'humanité dans un homme, il reste un homme, vous comprenez. Même un serial killer reste un homme. Mais on a intérêt à le mettre à part, quand même. C'est pour ça on les enferme, c'est mieux.